Merci de nous rejoindre sur CamNews 24 pour cette autre sortie consacrée à l'actualité mondiale. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Ghislain Kougan, spécialiste des questions internationales. Merci bien, le plaisir partagé. À tous, bienvenue. À l'entame, relevons que la Commission électorale nationale autonome a délivré les grandes tendances du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Selon l'expression employée par son président, le chef du gouvernement sortant, Lionel Zinsou, serait en tête. Je note qu'il y a de l'enthousiasme et que tout le monde a envie de s'exprimer. C'est un jour important pour nous, puisque tout le monde craint que nous n'y parvenions et nous y sommes. Donc je suis certain que la plupart des Béninois vont exprimer leur vote, leur choix. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils vont le faire. Moi, je les invite à le faire sereinement. C'est calme partout. C'est sécurisé, donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Ah non, il ne peut pas nous laisser le Bénin, il reste béninois. Il serait un acteur de la vie politique, de la vie civile. Il ne peut pas nous laisser le Bénin, il laissera peut-être le pouvoir, il laissera l'exécutif à d'autres. Mais j'espère qu'il jouera bien son rôle. C'est un ancien président, ses conseils seront utiles pour le prochain. Qui ne souhaiterait pas le voir? Je suis un Béninois, il nous a conduit comme notre destinée pendant 10 ans. Il a fait ce qu'il a pu, bon, même si cela n'est pas de la satisfaction totale de tout le monde. La fierté que m'inspirait la campagne, une campagne de paix et d'unité, sans tension, sans violence, une campagne centrée sur les projets de société des candidats. Et j'ai dit que le vote devrait être en termes de transparence et de sérénité, à l'image de cette campagne, et que tout ça, ce serait une fierté pour notre démocratie et pour notre pays. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ajoute que ce que j'ai lu dans les yeux des centaines de milliers, des millions de gens que j'ai rencontrés en allant devant des populations pendant ces semaines, c'est une très grande ferveur pour la démocratie et de très grandes espérances pour le développement de notre pays. Et je pense que chaque candidat a dû ressentir cela. En tout cas, moi, je l'ai ressenti intensément. Notre pays est dans une très grande espérance. Voilà. Et donc je pense que le vote sera un vote large, transparent, paisible, à la hauteur de ces très grandes espérances. Le scrutin me paraît, au fond, se dérouler pratiquement assez bien. Et les informations que j'ai sur l'ensemble du territoire, il peut y avoir tel ou tel petit incident, mais pour l'instant très limité. Les institutions, comme vous savez, sont autonomes, qui ont préparé ce scrutin. Je crois que pour l'essentiel, le travail a été fait. C'est une œuvre humaine, c'est jamais tout à fait parfait, mais je pense que les institutions autonomes vont maintenant jouer leur rôle jusqu'au bout et bien. Ah, écoutez, ça, c'est vraiment dans la main de tous nos électeurs et je n'aurai pas la présomption d'exprimer personnellement un pronostic. Nous avons tout donné devant les électeurs. Et c'est aux électeurs de choisir dans la liberté, la sérénité d'une grande démocratie. Voilà, c'était donc là quelques réactions enregistrées au sortir du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Alors, Patrice Talon peut-il faire le poids face à ce haut commis de l'État qu'est Lionel Zinsou? Oui, on sait très bien que les deux candidats sont au coude à coude d'après les grandes tendances de ce premier tour. 28% pour Lionel Zinsou, 24% pour Talon et 23% pour Sébastien Adjavon. Donc on comprend très bien que la différence entre le Premier ministre sortant et l'homme d'affaires béninois n'est pas très grand et donc Talon peut bien faire le poids. Et si on arrive au second tour avec ce même résultat, on va arriver maintenant au jeu des arrangements, des combinaisons et bien évidemment des combines puisque nous sommes en politique et c'est à ce niveau que le troisième larron qui est Sébastien Adjavon qui a 23% de suffrages exprimés ici va véritablement pouvoir jouer ou alors donner une ligne, une direction et pourquoi pas trancher parce qu'aujourd'hui il est question maintenant de voir comment est-ce qu'on va faire des yeux doux à ce troisième larron qui a vraiment un résultat impressionnant pour pouvoir arbitrer et Zinsou et Talon. Quels sont à votre avis les paramètres qui ont contribué à propulser l'homme d'affaires Patrice Talon en deuxième position? Je pense qu'il s'agit de sa réputation déjà dans le pays. Il convient de préciser également que c'est lui qui a été derrière la campagne, qui a mobilisé les fonds, évidemment, qui a soutenu à bras le corps le président sortant, Yahi Boni,
même si après il s'est brouillé avec le président sortant suite à cette affaire d'empoisonnement présumé. Et donc Patrice Talon est très connu, très bien assis dans le pays avec ses activités. Il est aussi connu pour avoir des accompagnements à l'extérieur, à l'étranger, notamment en France. Donc il a l'appui extérieur et je pense que son envergure n'est plus à démontrer dans ce pays où aujourd'hui il faut remettre l'économie sur les rails et continuer dans la même dynamique enclenchée par le président Boni Yayi. Donc Talon, de ce point de vue, est quand même a véritablement du terrain au Bénin. Alors, Talon qui est bien connu des Béninois. Par contre, Lionel Zinsou n'est pas très connu puisqu'il a ce reproche-là. Il n'a pas beaucoup vécu au Bénin. Est-ce que ça peut porter préjudice à sa candidature pour le deuxième tour, évidemment? Évidemment, je pense que pour un candidat comme pour l'autre, il y a des éléments qui militent en leur faveur et d'autres éléments qui viennent un peu ternir leur image. Prenons le cas du Premier ministre sortant, Lionel Zinsou, qui n'a pas beaucoup vécu au Bénin, qui est franco-béninois. On le voit comme un blanc, qu'on le veuille ou non. Certains Béninois disent comment est-ce que vous voulez que l'on puisse élire un blanc chez nous. Et Zinsou a la malchance, entre guillemets, justement d'être blanc, si on veut, de n'avoir pas beaucoup vécu au Bénin, et certains Béninois estiment qu'il ne connaît pas suffisamment le pays. Mais l'argument le plus meurtrier ici, et qui peut être le plus décisif, c'est la peau, la couleur de la peau. Beaucoup, et c'est un argument qui n'est pas forcément objectif, mais qui est symbolique. Et on sait très bien que l'Afrique s'accroche bien à ces symboles. Comment comprendre qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que les États africains accusent la France et les États européens de continuer la colonisation sous une autre forme, comment comprendre aujourd'hui justement que le Bénin ait à sa tête un président? Vous allez me dire métis, mais pour les autres, la couleur, elle est blanche. Donc c'est à ce niveau que ça devient compliqué. Mais l'avantage dont bénéficie le Premier ministre sortant, c'est qu'il est le poulain de Yayi Boni qui a fait jusqu'ici très bonne figure. Ça veut dire que tout le capital sympathie qui était engrangé par le président Boni est transféré sur le candidat, le Premier ministre sortant, qui est Lionel Zinsou. Ça va travailler à atténuer et pourquoi pas, notamment à gommer cette suspicion qu'il y a sur la candidature du Premier ministre sortant parce qu'il n'est pas béninois à 100%. Et vous savez très bien, pour parler de Boni Yayi, qu'il est entré dans l'histoire par la grande porte. Après 2 mandats, il décide de ne pas se présenter pour un 3e mandat. Il convient aussi de préciser ici que contrairement à ce qu'on a lu dans des chaînes européennes, dans des journaux, que le président Yayi Boni a décidé de ne pas se présenter. Il n'a pas décidé. La Constitution ne lui permet pas d'obliger. Vous voyez comment quelque chose de normal devient exceptionnel. Ce n'est pas pour dire que ce que Boni a fait n'est pas bien, c'est bien, mais de manière à dire qu'il a décidé. On voit cela comme de l'extraordinaire, ce qui est normal. Il décide de ne pas briguer un 3e mandat comme recommande la Constitution. Et on voit cela comme un choix, une décision volontaire, alors qu'en réalité, il se conforme simplement aux prédispositions établies dans la Constitution de son pays. On pourrait voir ça comme un fait exceptionnel dans la mesure où tous les États africains, ou alors les dirigeants africains, cherchent toujours à modifier la Constitution pour briguer un mandat. Voilà l'exceptionnel. Justement, c'est parce qu'en réalité, on a normalisé... Je n'aime pas les cas, si vous voulez. C'est-à-dire que la norme sur le continent est que lorsque vous êtes au pouvoir, vous torpillez la Constitution à votre aise. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Boni Yayi, après 2 mandats, ne veut pas briguer un nouveau mandat. Et cela fait de lui un président exceptionnel au vu des pratiques qui sont courantes, sur le continent africain, notamment en Afrique noire. La Commission électorale nationale autonome au Bénin, communiquant donc ce qu'elle a appelé les grandes tendances, est-ce qu'elle n'a pas ravi la vedette à la Cour constitutionnelle qui aurait souhaité avoir l'exclusivité en la matière? Non, je pense qu'elle est dans son droit. Elle a publié juste les grandes tendances pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Il revient au Conseil maintenant de confirmer tout cela. D'ailleurs, il y aura un second tour, et vous l'avez indiqué clairement, ce sera un second tour Lionel Zinsou contre Patrice Talon. Et à ce moment, il y aura des arrangements. Donc, non, le Conseil, la Commission est dans son droit de publier, encore qu'il s'agit là de provisoire. C'est le Conseil constitutionnel qui a la qualité notamment de trancher.
On va quitter le Bénin et rendons-nous à présent au Tchad où 14 candidats s'affronteront pour l'élection présidentielle du 10 avril prochain, dont l'actuel chef de l'État Idriss Déby Itno et le chef de l'opposition Saleh Kebsabou. On regarde et on revient sur le plateau. Des dossiers de candidature. Au total, 23 leaders politiques ont officiellement postulé à cette élection. Parmi eux, le chef de l'État Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 25 ans, qui représente son parti, le Mouvement patriotique du salut. Mais aussi quelques figures de l'opposition tchadienne, comme le député fédéraliste Ngarledi Yorongar, le chef de file de l'opposition Saleh Kebsabou, l'ancien premier ministre Joseph Dimranga Danadi, passé depuis à l'opposition, ou encore Mahamat Ahmad Alabo. Par ailleurs, 4 femmes ont également déposé des dossiers dont 2 ont été invalidés par le Conseil constitutionnel. Cette instance dispose de 5 jours pour apporter une suite à chaque candidat. Comment l'opposition s'organise-t-elle pour le prochain scrutin présidentiel au Tchad, dans un peu plus d'un mois? Alors, Ghislain, qu'est-ce qui explique cette course effrénée au pouvoir observée en Afrique? Autrement dit, chacun vient pour tenter sa chance. 14 candidats, c'est pas trop? Non, 14 candidats. Je tiens à préciser qu'au Bénin, il y avait 33. C'est-à-dire qu'il y avait 33 candidats à l'élection présidentielle. 33 candidats retenus à l'élection présidentielle. Et que justement, on s'est rendu compte qu'à la fin, il y avait simplement 7 candidats intéressants, puisque parmi les 26 candidats restants, ces 26 candidats-là avaient entre 0,04% et 1% de suffrages exprimés. Donc, maintenant, pour revenir sur le Tchad, il convient de noter que chacun veut maintenant briguer le pouvoir. Chacun veut, à travers une élection présidentielle, avoir aussi un carnet d'adresses, parce que cela participe aussi à vous crédibiliser, à dire que j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit aussi de passer un cap, parce que vous savez très bien les dossiers qu'il faut fournir pour être retenu comme candidat à l'élection présidentielle. La preuve en est que quand on évoque par exemple ces 14 candidats, ce sont 14 candidats retenus, car il y avait 23 candidatures au total, dont beaucoup de candidatures ont été invalidées. C'est bien évidemment la course au pouvoir, mais il faut comprendre qu'il s'agit simplement d'animer la vie politique, d'arriver à avoir un taux, un nombre, un chiffre, un positionnement qui va amener à vous attribuer la capacité, la marge de manœuvre pour négocier dorénavant, si par chance on arrive à un second tour. Alors, Saleh Kebsabou, qui se présentera pour la 3e fois, l'ancien Premier ministre Joseph Dimranga Danadi est candidat, un autre ex-Premier ministre de Déby, Noureddine Delwa Kazire Koumaye, est candidat, sans oublier le très populaire maire de Moundou, Loukaïne Kourayo Médard. Alors, qui de ces candidats pourrait mettre fin aux 26 ans ou 25 ans de règne du président Déby? Saleh Kebsabou, très simplement, c'est celui-là qui peut donner des sueurs froides au président Idriss Déby. Non, le reste, je tiens à préciser que sur les 14 candidatures retenues, en dehors d'Idriss Déby, seuls 2 candidats ont déjà par le passé participé à l'élection présidentielle. Vous comprenez qu'il s'agit vraiment du ping-pong, que beaucoup viennent simplement amuser la galerie. Il y a simplement 2 candidats. Ça veut dire que globalement, il y a 3 candidats. Il y a le président Déby et 2 autres qui ne sont pas le premier. Le reste, c'est véritablement juste venir pour venir. Alors, évidemment, je ne pense pas que le candidat de l'opposition puisse faire le poids devant Idriss Déby, parce qu'Idriss Déby, de par la condition aujourd'hui, de par, comment dirais-je, l'atmosphère aujourd'hui avec Boko Haram, la guerre partout, il a quand même bataillé suffisamment pour préserver l'intégrité territoriale du Tchad et de bon nombre de pays. À partir de ce moment donné, je pense que Idriss Déby a beaucoup de points face aux autres candidats. Et quand on parle des autres candidats, on ne voit que le candidat de l'opposition qui véritablement a travaillé avec Idriss Déby, a été ministre de Déby, je pense, entre 1993 et 2001, a été candidat à l'élection présidentielle par 2 fois, aussi boycotté en 2006 et 2011, et qui revient aujourd'hui. Je pense que les carottes sont cuites au Tchad. Idriss Déby, effectivement, va remporter l'élection, je pourrais même dire, dès le premier tour. Ça, c'est ce que vous dites, mais comment expliquer le rejet de la candidature de Yorongar Ngarlej, qui est l'une des rares figures politiques à avoir toujours refusé d'entrer dans le gouvernement depuis l'accession d'Idriss Déby au pouvoir? Serait-ce lui, le candidat qui allait faire vaciller le pouvoir de N'Djamena?
Non, je pense qu'il faut, regardons un peu l'histoire, regardons un peu les élections précédentes. Il n'était même pas candidat. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il ne faut pas attribuer. Vous savez, les candidats de l'opposition ont ceci de particulier que lorsqu'on regarde un peu, on fouille un peu dans leur dossier, eux, ils estiment que non, on fouille parce qu'ils font peur. On se souvient encore du cas du Congolais Jean-Marie Mokoko, qui estimait, bon, on revient ici. Donc, en réalité, il ne me semble pas qu'il y ait un candidat aujourd'hui au Tchad qui puisse nuire et qui puisse faire peur au président Déby, à l'exception peut-être, je le reprécise, de Salih Keïta, qui lui-même n'est pas capable aujourd'hui de battre le président tchadien. Il faut d'abord arriver à un second tour pour qu'on puisse envisager cela. Et je ne pense pas que telles que les choses sont tracées. Je précise que seuls 2 candidats, en dehors de Déby, ont l'expérience finalement de la compétition. Donc il va être difficile pour eux d'arriver déjà à contraindre Idriss Déby à un second tour. Cela n'est pas probable aujourd'hui. C'est difficile pour ce qui est de l'élection présidentielle au Tchad. C'est une autre élection présidentielle que nous allons suivre de bout en bout sur CAMnews 24. Une autre actualité en ce qui concerne cette édition d'International. Allons donc en Somalie. Les États-Unis ont tué dans des bombardements aériens par avion et par drone plus de 150 combattants islamistes Chebab qui préparaient une attaque de grande ampleur depuis un camp situé à quelques 200 km au nord de Mogadiscio, a annoncé le Pentagone. En Somalie, 4 islamistes Chebab ont péri lors d'une attaque contre une base des services de renseignement. Attaque qui n'aurait fait aucune victime parmi les forces de sécurité selon le ministère de l'Intérieur. Mais un porte-parole des Chebab parle de 10 personnes tuées. L'attentat a eu lieu dans le centre de Mogadiscio, tout près du QG des services de renseignement. 2 hommes ont tout d'abord forcé l'entrée du camp en faisant exploser leur véhicule. Puis 2 autres individus armés ont fait irruption à pied dans la base et ont été tués par les forces de sécurité. Les corps des 4 assaillants ont été exposés à la presse. À la tête d'une insurrection armée depuis 2007, le groupe islamiste Chebab mène régulièrement des attaques contre les autorités de Mogadiscio. Le Pentagone déclare avoir tué 150 soldats et évitant ainsi des attaques imminentes sur les intérêts américains et ses alliés. Alors, faut-il toujours attendre que les intérêts américains ou ceux de ses alliés soient menacés pour avoir la manifestation de la toute-puissance américaine? Non, pas qu'il faut toujours attendre. Je pense que l'attaque des intérêts américains est comme un élément qui vient motiver davantage les Américains à frapper. Et les Américains, une cinquantaine de soldats américains accompagnent la MISOM et puis le gouvernement somalien dans cette lutte contre les Chebab qui sévit en Somalie depuis beaucoup d'années. Donc il s'agit d'une réaction par rapport à un ensemble d'informations qui ont été données par le gouvernement somalien, et les Américains étant suffisamment équipés ont su frapper ce camp où les islamistes Chebab étaient en train de former leurs membres. Évidemment, les États-Unis protègent leurs intérêts, c'est bien normal par rapport à la relation qui existe entre les États-Unis et la Somalie. Il convient quand même de préciser que les Chebab, même jusque-là, sont toujours aussi fringants, toujours aussi percutants, parce qu'on sait très bien qu'en janvier, 100 soldats kenyans de la force de la MISOM ont été tués, et qu'en février, on a eu 40 soldats de différentes nationalités qui ont été tués également, et donc vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui soit de nature notamment à empêcher les islamistes Chebab de toujours frapper. D'ailleurs, ils ont réagi par rapport à l'information communiquée par les États-Unis en confirmant que oui, il y a eu des frappes américaines, mais le bilan a été exagéré puisqu'on parle de 150 morts. Les Chebab estiment que quelques martyrs ont été tués, mais qu'en somme, en gros, il n'y a pas eu grand-chose. Cela veut dire que les Chebab, quand ils disent cela, ils se préparent justement à une riposte qui va être sanglante, qui doit amener la MISOM, le gouvernement somalien et les États-Unis à redoubler de vigilance. Autrement dit, l'offensive américaine mérite d'être saluée. Elle mérite d'être saluée, encore que depuis 1993, date où les États-Unis traquent les Chebab en Somalie avec l'accompagnement du gouvernement, on estime à 116 à 136 le nombre des Chebab tués de 1993 à 2006. Alors si dans cette frappe, il est établi que 150 ont été tués en un seul samedi, ça veut dire que les États-Unis ont travaillé en un jour
plus qu'ils n'ont fait depuis 1993 à 2006. Donc c'est pourquoi il y a une propagande, il y a une super médiatisation de ce qui s'est fait, parce qu'il s'agit véritablement d'un grand coup, d'un sacré coup porté au Chebab, au cas où l'information serait vérifiée qu'il y a eu 150 morts du côté des Chebab. Alors, l'armée américaine estime n'avoir fait aucune victime civile. Cela est-il possible dans une guerre non conventionnelle comme celle que les Chebab imposent à la Somalie? Je pense qu'il est difficile. S'il est difficile déjà de confirmer qu'on a tué 150 Chebab, comment pouvoir établir qu'on n'a fait aucune victime civile? Je pense qu'il faut crédibiliser la thèse des États-Unis et plutôt regarder du côté des islamistes qui ont été mis hors d'état de nuire. Et je pense également qu'on peut comprendre aussi le déploiement des États-Unis sur le terrain. C'est parce qu'en 1996, 2 avions américains ont été détruits et dans les combats qui ont suivi, 18 soldats américains ont été tués. D'ailleurs, il y a un film qui a été mis sur scène par Scott Ridley. Le film est intitulé La chute du faucon noir. Ce film-là, en réalité, tire son histoire de ce scénario-là. Vous savez que les Américains n'aiment pas perdre des soldats sur le terrain. 18 soldats américains ont péri en 1996 dans des combats entre les Chebab et les États-Unis d'Amérique. Et c'est justement à partir de là où que les États-Unis ont décidé d'en finir avec les Chebab. Mais croyez-moi, c'est encore difficile. La route est encore longue et les Chebab sont véritablement de vrais récalcitrants. On va faire une fleur aux dames au cours de cette émission. Nous parlons maintenant de la journée internationale de la femme au Proche-Orient. Les femmes pour la paix, alors que les violences persistent dans cette partie du monde, les femmes israéliennes et palestiniennes se sont mobilisées pour faire entendre leur voix. Une manifestation pour la paix était organisée il y a quelques jours en Cisjordanie. C'était un prélude à la journée internationale de la femme qui s'est célébrée le 8 mars dernier. Alors concrètement, que veulent ces femmes israéliennes et palestiniennes qui ont défilé ensemble le long du mur de la séparation de Cisjordanie? Je pense que ces femmes-là veulent simplement réussir là où les hommes ont échoué. On sait très bien qu'aujourd'hui, le dialogue ne passe pas entre Israël et la Palestine. Ces femmes veulent, à travers la maternité, à travers un autre son de cloche, celui-là plutôt pacifique, parvenir à régler le conflit entre Israël et la Palestine, qu'Israël arrête notamment de martyriser la Palestine. C'est en cela, elles estiment que les hommes ont un tempérament violent et que les femmes, les mères de l'humanité, peuvent, avec beaucoup plus de paix, arriver à pacifier les deux pays. Je pense également qu'il s'agit d'un combat pour arriver à ce que les femmes puissent suffisamment exprimer leurs droits, l'égalité des sexes, le socialisme aussi. Mais je pense surtout qu'il faut revenir à l'origine. À l'origine, il s'agit de la journée internationale des droits des femmes. Donc je pense qu'il faut restaurer les choses dans leur contexte, celle que voulue par Clara Zetkinis, qui est une Allemande socialiste, qui a bataillé durant un nombre d'années, qui avait l'aide d'une Russe, a décidé de proposer maintenant que l'on puisse créer une journée qui s'appelle Journée internationale de la femme. Mais au début, à l'origine, il s'agit de la Journée internationale des droits de la femme. Et c'est en cela, en août 1910, qu'elle a proposé cela, et cela a été adopté comme Journée internationale de la femme, pour que les femmes revendiquent leurs droits, le droit de vote surtout au départ, le droit à l'égalité des sexes, et surtout à plus de socialisme. Alors, l'acte des femmes israéliennes et palestiniennes est apprécié de par le monde, mais les colons israéliens semblent hostiles à cette manifestation. Et qu'est-ce qui explique cela? Simplement parce que les hommes estiment que les femmes n'ont pas leur mot à dire, que les femmes sont trop émotives. Vous savez, la femme croit à ce qu'elle entend. Elle est beaucoup plus émotive. L'homme croit à ce qu'il voit, le visu. Donc ça fait que les femmes, quand elles écoutent ce qui se passe, et puis elles ont raison, il y a des enfants qui meurent dans ces combats, des enfants qui meurent chaque jour, et puis elles estiment que si on arrive à un dialogue, on peut éviter ces récurrents bains de sang. Il faut quand même comprendre aussi qu'il faut travailler à l'émancipation de ces femmes-là. Vous avez par exemple en Arabie Saoudite, les femmes ont le droit de voter et participer aux élections législatives depuis 2015. Elles ont le droit
à condition d'avoir un tuteur, de voyager, d'aller à l'école, d'être avocat, sans avoir accès aux tribunaux. Elles ne doivent pas aller à la plage avec un homme, elles ne doivent pas aller au restaurant, elles ne doivent pas conduire une voiture avec un homme qui ne soit pas un employé ou un parent. Donc, il y a beaucoup de restrictions qu'il faut lever aujourd'hui pour que la femme puisse notamment être celle-là autour de laquelle on bâtit quelque chose de grand. Mais en même temps, ne rêvons pas. Là, en revenant à David Cameron, qui a pu, en Grande-Bretagne, obtenir le vote d'une loi qui sera appliquée en 2018, qui autorise, qui impose la parité dans les services publics au Royaume-Uni. C'est-à-dire que dans un conseil d'administration, si vous êtes 24, il faut 12 hommes, 12 femmes. Il explique qu'il a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Il aimerait que ces filles ont les mêmes chances que les garçons. Je suis bien d'accord. Mais si on revient dans un contexte pratique aujourd'hui, allons dans un service public par exemple, ou un secteur privé, les congés de maternité, c'est-à-dire que vous avez, je suis d'accord avec vous, 12 hommes et 12 femmes. Mais les hommes ne vont pas en congé de maternité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si c'est 12 femmes, dans un an, doivent 4 ou 3 aller en congé de maternité, je crois qu'il s'agit de 3 ans, vous verrez qu'il va être difficile pour vous, puisqu'il faut les remplacer, il faut continuer à les payer alors qu'elles sont à la maison en train d'allaiter le bébé, ce qui est normal, mais celle qui viendra remplacer le temps que celle-là puisse épuiser son congé de maternité doit être payé. Ça fait quand même un manque à gagner. Donc, c'est quelque chose qui peut être difficile à passer, et c'est la raison pour laquelle, en Grande-Bretagne, on a offert 2 ans aux entreprises pour se préparer, pour se structurer à l'effet d'appliquer cette loi-là. Une loi révolutionnaire, voulais-je dire. Alors, leur combat, le combat de ces femmes pour la paix est donc loin d'être gagné. Je pense que ce combat, il est symbolique, mais il va être difficile. Hein. Pourquoi? Parce que les égos des uns des autres priment toujours. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, de par la morphologie, de par l'histoire, de par la religion, on sait très bien que la femme ne peut pas être l'égale de l'homme. Hein. Si on conçoit que la femme est née de la côte de l'homme, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut... Non, je pense qu'il faut simplement travailler à réduire l'écart entre l'homme et la femme. Il me souvient quand je faisais la classe de 3e, un ancien m'avait dit que quel que soit ce que la femme fait, elle est d'abord la mère de la famille. Quand on est la mère de la famille, femme au foyer, son rôle, sa place est d'abord dans la cuisine. Bon, c'est pour dire qu'elle est d'abord la mère de l'humanité, la patronne du foyer. À partir de ce moment donné, vous voyez que c'est un peu limité. Certainement que les femmes vont regarder cette émission, ou alors la regardent même. Gislain, tu n'as pas été très dur avec les femmes. Tu as dit, la logique, c'est qu'il fallait dire, et je profite de l'occasion pour te souhaiter joyeux anniversaire, Gislain. Au plaisir. Nous sommes au mois de mars et c'est le mois des poissons. Mesdames, messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'International. On se donne rendez-vous à très bientôt sur Canal 24. Gislain, au revoir. Au plaisir.